Bonjour à tous, bienvenue ici en direct sur ce plateau pour le deuxième grand format, cette deuxième édition du grand format. Vous le savez, une émission sur l'actualité de la protection sociale par l'Alliance Clésia et Generali, avec un accent qui va être mis aujourd'hui sur, bien évidemment, le pouvoir d'achat, sujet d'actualité. Pour introduire justement cette émission et ce deuxième grand format, et avant d'accueillir nos deux premiers invités, Laurence Paré, qui va nous faire le plaisir d'être avec nous en introduction. Bonjour Laurence. Bonjour Philippe. Alors, deuxième émission, deuxième grand format et un sujet d'actualité. Alors déjà, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition. On avait lancé la première édition en février. Le contexte, bien évidemment, international, économique, s'est beaucoup modifié depuis cette date. L'objectif d'aujourd'hui ne va pas être de commenter l'actualité, mais vraiment de pouvoir aller chercher les solutions au travers de la protection sociale sur le pouvoir d'achat à destination des entreprises, des dirigeants et des salariés. Nous avons la chance, avec le live grand format, de réunir des experts, principalement issus de l'Alliance Clésia Generali. Alors, on a beaucoup travaillé. Je regarde Benjamin et Solveig que Philippe va vous présenter, mais on a beaucoup travaillé avec l'ensemble des experts qui vont être présents aujourd'hui pour trouver les thématiques et les actions concrètes que l'on va pouvoir proposer aux dirigeants, en lien bien évidemment avec les experts comptables pour, on va dire, tout ce qui va être l'optimisation, en tout cas, du sujet du pouvoir d'achat et améliorer le quotidien. La protection sociale, c'est un levier puissant et surtout efficient quand on parle de pouvoir d'achat. Et donc, on va pouvoir enrichir, en tout cas, les thématiques de la réglementation, les thématiques de l'innovation aussi. On va parler innovation sociale au niveau de l'Alliance Clésia Generali, avec les avantages que sont l'offre globale et les services enrichis. Donc, on vous souhaite une bonne découverte, en tout cas, de toutes les thématiques que l'on a pu sélectionner avec nos experts. Un très bon live avec eux. Et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. On se retrouve pour la conclusion. Alors, nous sommes bien sûr en direct. Nous sommes en direct. Vous aurez l'occasion et vous avez l'occasion de poser toutes vos questions via le chat mis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. Les experts seront là pour y répondre. Alors, maintenant, ils sont avec nous. Ils sont déjà avec nous sur ce plateau, comme le disait Laurence. Bonjour Solveig. Bonjour. Solveig van de Kasteel, vous êtes à la direction juridique, c'est ça, de Generali? Direction juridique PSR, donc prévoyance, santé, retraite. La direction juridique de Generali englobe énormément de départements. Welcome, bienvenue Solveig. Benjamin Renaud, direction juridique côté Clésia. C'est ça, tout à fait. Côté Clésia. Juridique métier, donc le pendant de Solveig. Super, et ben on va pouvoir lancer le jingle de la première séquence. Jingle. Alors, avant de démarrer sur le premier sujet, nous connaissions la PEPA. Alors, je le rappelle quand même, la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous parlons, chers experts, nous parlons de PPV, la prime de partage de la valeur. Benjamin, est-ce la même chose? Alors, pas tout à fait. Donc, la PEPA, appelée prime Macron, elle a été introduite en 2019, après la crise des Gilets jaunes. Mesure de pouvoir d'achat, on parlait déjà de pouvoir d'achat à l'époque, mis en place donc en 2019. Il y a eu le dispositif a été aussi sur 2020 et 2021. Avec ce contexte de Covid, ils ont souhaité le poursuivre. Et donc là, avec cette loi sur le pouvoir d'achat de cet été, ils ont voulu donner un caractère vraiment définitif à la mesure. Donc ce n'est plus la PEPA, mais la prime de partage de valeur. Qui, on le verra plus en détail, va prendre la continuité de la prime Macron. Ça va être intéressant de voir comment ce dispositif collabore avec les dispositifs qui sont déjà existants. Solveig, vous pouvez peut-être rebondir peut-être là-dessus? Alors, effectivement, ce qu'on vous propose là de
de voir et d'appréhender, c'est un comparatif de la prime de partage de la valeur avec, comme l'a indiqué Benjamin, les dispositifs d'intéressement et de participation que nous connaissons déjà. Ouais. Alors, on va commencer par détailler un peu les salariés qui sont concernés par ces dispositifs. Donc, côté PPV, côté prime de partage de la valeur, le champ est assez large, puisqu'on a tous les salariés, sauf les stagiaires. Donc, quand on dit tous les salariés, c'est évidemment tous les salariés de droit privé. C'est également les salariés qui travaillent dans les ESAT, les entreprises de travail handicapés. Et puis également les personnes travaillant dans des établissements administratifs comme les EPIC et les EPA. Donc, définition assez large. Également, évidemment, tous les agents de la fonction publique, les intérimaires. L'entreprise a la possibilité d'exclure certains salariés avec un plafond de ressources. Donc les salariés gagnant plus de, plafond étant défini par l'entreprise, peuvent être exclus de ce dispositif. Mais on a vraiment un champ qui est très large et on le verra, c'est un petit peu peut-être différent pour les autres dispositifs. Alors justement, s'agissant de l'intéressement et de la participation, on le voit, ces deux dispositifs tendent à se rapprocher de plus en plus, et notamment au regard des bénéficiaires. Ce sont tous les deux des dispositifs collectifs. Ils doivent donc bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La seule possibilité qu'a l'entreprise pour exclure des salariés, c'est de mettre en place une condition d'ancienneté qui doit être au maximum de 3 mois. Dans la mesure où les salariés liés par un contrat de travail, seuls ces salariés liés par un contrat de travail sont bénéficiaires de l'intéressement et de la participation, il est normal que les intérimaires qui interviennent dans l'entreprise utilisatrice et les stagiaires en soient exclus. Il y a une petite particularité pour l'intéressement qui fait que les stagiaires peuvent, au choix de l'entreprise, bénéficier de ce dispositif. Donc vous le voyez, s'agissant de la partie salariée, contrairement à la PPV, l'intéressement et la participation ont un champ un peu plus restreint. C'est normal puisque l'objectif du gouvernement dans le cadre de la PPV était d'attribuer du pouvoir d'achat. Donc le but était de l'attribuer à un maximum de personnes, contrairement à l'intéressement et à la participation où là on est plus sur un dispositif d'épargne salariale et des dispositifs qui existent déjà depuis plus longtemps. Donc on va parler maintenant des autres bénéficiaires, et pas que les salariés, donc les chefs d'entreprise et le conjoint. Côté chef d'entreprise, la situation est un peu différente que pour les salariés, c'est-à-dire que les conditions sont très restreintes. C'est-à-dire que seuls les mandataires sociaux qui cumulent avec un contrat de travail peuvent bénéficier de ce dispositif, enfin, dans les mêmes conditions que ceux des salariés, puisqu'en fait, tous les mandataires sociaux peuvent le faire, mais dans ce cas-là, il y aura, pour ceux qui n'ont pas cumulé avec l'emploi de contrat de travail, il n'y aura pas d'exonération sociale et fiscale. Autant dire que ça sera pas mis en place. Donc assez restreint. Sur les conjoints, alors la règle, le principe, c'est qu'ils ne sont pas bénéficiaires. À tout principe, il existe une exception. Et le conjoint qui est salarié, qui cotise à Pôle emploi, lui pourra bénéficier puisqu'il sera non pas vraiment conjoint, mais salarié en tant que salarié. Et donc pourra bénéficier au même titre de la PPV. Et donc là, on voit vraiment avec ce dispositif qu'il vise assez largement les salariés. Et on va dire pas vraiment largement les chefs d'entreprise et le conjoint. Donc c'est vraiment une disposition qui est mise pour les salariés. C'est vraiment la logique est vraiment pour les salariés et pas forcément pour les autres. On a le pendant, donc le côté intéressement et participation. Et là, à l'inverse de la PPV, le chef d'entreprise peut plus facilement en bénéficier. Donc, on a le chef d'entreprise, ou alors s'il s'agit d'une personne morale, le président, le directeur général, le gérant ou le membre de directoire qui peuvent en bénéficier. Et leur conjoint, dès lors qu'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Ils peuvent en bénéficier sous réserve de 2 conditions. La première, c'est que l'effectif de l'entreprise soit compris entre 1 et 250 salariés. Sur ce point, 2 précisions importantes. La première, c'est que la notion de 1 salarié doit s'entendre en plus du chef d'entreprise lui-même. La deuxième condition, c'est que c'est l'appréciation de cette notion de 1 salarié. Il doit s'agir soit d'un salarié à temps plein, soit en application des règles de calcul des effectifs prévues par le Code de la sécurité sociale. Si l'employeur emploie plusieurs salariés à temps partiel, alors l'application de ces règles de calcul des effectifs doit permettre justement à conduire à une appréciation de 1 salarié. Donc on cumule en fait tous ces temps partiels au regard des règles qui sont prévues dans le code, et on voit si effectivement on atteint ce seuil de 1 salarié au global.
Le deuxième point important, c'est la notion de 250 salariés. Justement, les règles d'appréciation de ce seuil ont été modifiées également par la loi Pacte. Et désormais, ce seuil s'apprécie sur une année de 5 années consécutives. Ce qui veut dire que pour un mandataire social ou un conjoint qui sont bénéficiaires du dispositif d'intéressement ou de participation, si à l'année N+1, l'effectif de l'entreprise passe à 255, le dirigeant, le mandataire social, ne perdra pas automatiquement le bénéfice de ces dispositifs, pas au bout d'une année. Il faudra que ce seuil soit dépassé sur 5 années consécutives. Et là, effectivement, si l'effectif est au-delà de 250, alors il ne pourra plus en bénéficier. S'agissant du conjoint, deuxième petite précision, auparavant, avant la loi Pacte, n'était bénéficiaire de ces dispositifs que le conjoint marié. La loi Pacte a permis d'intégrer le conjoint pacsé. Et deuxième condition, donc il y en avait deux, l'effectif de l'entreprise 1 et 250 salariés. Et la deuxième condition, il faut que le mandataire social et son conjoint soient mentionnés dans l'accord pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Donc ils doivent être expressément prévus. Cette condition n'apparaît pas dans le Code du travail. Néanmoins, c'est une condition qui apparaît dans le guide de l'épargne salariale et on sait que l'administration est fortement attachée à cette condition. Donc ça ne mange pas de pain, on l'ajoute et comme ça on est tranquille. De vrais experts juridiques sur ce plateau. Benjamin. Oui, donc après avoir parlé des bénéficiaires, on va un peu parler du régime social et fiscal. Non. Solveig, je te laisse faire le PPV. Alors, s'agissant de la PPV, il y a deux conditions à respecter pour pouvoir à appréhender, pour pouvoir savoir si la PPV bénéficie du traitement fiscal et social de faveur. La première, c'est la rémunération du salarié. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est sa date de versement. Donc, si la PPV est versée à un salarié qui a un salaire inférieur à 3 SMIC, et que cette prime est versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, alors là, c'est jackpot. Il y a une exonération des charges sociales. Il n'y a pas de CSG-CRDS, il n'y a pas de forfait social. La prime est défiscalisée intégralement et elle est exonérée de taxes sur les salaires. Donc, c'est tout bénéf, que ce soit pour le salarié ou pour l'employeur. Tout ça dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire, ou de 6 000 € par an et par bénéficiaire, ce qui est quand même un sacré coup de pouce au pouvoir d'achat, ou de 6 000 € par an et par bénéficiaire si l'entreprise a mis un accord d'intéressement ou de participation. À l'inverse, si le salarié a une rémunération supérieure à 3 SMIC ou alors que la prime est versée après le 31 décembre 2023, parce que Benjamin vous l'a indiqué, on est sur un dispositif périn cette fois-ci. Il y a bien une exonération des charges sociales. Par contre, cette fois-ci, la prime sera soumise à CSG-CRDS et au forfait social pour les entreprises qui emploient plus de 250 salariés. Elle sera, et là c'est l'avantage fiscal qui tombe, intégralement soumise à impôt sur le revenu et soumise à taxe sur les salaires pour l'entreprise. Oui, alors ça c'est pour la nouveauté. On fait un petit rappel côté intéressement et participation. Alors sur le régime social, c'est assez simple puisqu'on a une exonération de charges sociales, soumission à la CSG-CRDS, mais ça j'ai envie de dire c'est assez classique, et un forfait social à 0%, très intéressant. 0% oui, mais 20% pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés pour l'intéressement et plus de 50 salariés pour la participation. Donc ça reste quand même très intéressant pour les TPE notamment, avec ce forfait social à 0%. Pour la participation, petit élément qui distingue, c'est qu'on a un assujettissement des produits à la CSG-CRDS, à une cotisation, un prélèvement de solidarité de 7,5%. Ça, c'est pour le côté social. Pour le côté fiscal, côté entreprise, on a une déductibilité à l'impôt sur les sociétés, donc un traitement quand même de faveur au niveau fiscal, avec quand même une soumission à la taxe sur salaire. Ça aussi, c'est assez classique. Et c'est la même chose que ce soit l'intéressement ou la participation, que le plan soit versé en argent ou sur un plan. Donc là-dessus, c'est assez simple, c'est assez commun. Maintenant, côté bénéficiaire, sur l'intéressement, quand c'est versé en argent, c'est soumis à l'IR. Donc là, pas d'avantage. Par contre, si c'est soumis sur un plan, que ce soit intéressement ou participation, là, eh bien, on a une exonération d'IR sous un plafond. C'est 75% du PAS pour l'intéressement et c'est selon les plafonds d'attribution
côté participation. Ok. Donc voilà, on a ce régime qui est là en place depuis quelques temps déjà, mais voilà, ça peut être intéressant de mettre en perspective les deux et de voir quelle stratégie pourrait être la meilleure. Mm. Et là où on voudrait arriver, c'est que il y a un intérêt social et fiscal justement à ces trois dispositifs. On l'a expliqué et il est vraiment intéressant. Mais il ne faut pas oublier, et notamment la PPV qui est vraiment très attractive en ce moment, mais il ne faut pas pour autant oublier l'intéressement et la participation qui restent des leviers très intéressants pour l'entreprise et pour les salariés. Et notamment l'intérêt et l'objectif qui se cachent derrière ces trois éléments. La PPV, c'est attribuer du pouvoir d'achat aux salariés. L'intéressement, associer collectivement les salariés aux résultats et à la performance de l'entreprise. Et enfin, la participation, son objectif, c'est de redistribuer une partie des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Donc, en tant qu'employeur, le discours que l'employeur va tenir face à ses partenaires sociaux et face aux salariés ne va pas être le même aussi selon justement l'élément qu'il va engager, ce levier, soit la PPV, soit l'intéressement, soit la participation. Et on peut les cumuler. Rien n'empêche le versement d'une PPV et en parallèle, si ce n'est déjà fait, la mise en place d'un plan d'intéressement ou de participation et le versement de cette PPV sur un de ces deux plans. Donc, à ne pas oublier, le cumul est possible et autant en profiter justement pendant cette période. Alors, des questions qui commencent à arriver. Je crois que derrière, tu avais 2 slides encore. Oui, Voilà. oui. Donc, petit aparté sur les nouveautés, sur la mise en place des régimes d'intéressement et de participation. Jusqu'à présent, on pouvait le faire par accord pour 3 ans maximum. C'est passé à 5 ans. Donc, c'est plus intéressant parce qu'on n'a pas à refaire les démarches tous les 2 ans et demi, de négocier, etc. C'est un peu calqué sur la prévention et la santé, donc c'est une mesure plutôt intelligente. Une mise en place par DUE est possible, oui, attention, elle est soumise à de nombreuses conditions, puisque ce n'est possible que pour les entreprises de moins de 50 salariés. Okay. Et pour l'intéressement, il faut que l'entreprise ne soit pas couverte par un accord de branche agréé. Un accord de branche agréé, c'est les partenaires sociaux de la branche qui se saisissent du sujet et qui font un accord de branche agréé sur le sujet. Donc là, c'est l'hypothèse où l'accord de branche n'existe pas. Déjà, c'est un peu limitatif. Et dans cette entreprise de moins de 50 salariés, il faut ne pas qu'il y ait de délégués syndicaux ou de CSE, ou alors que s'il y a une négociation, s'il y en a, la négociation n'est pas aboutie. Donc voilà, tout un ensemble de conditions. On va dire que c'est une première entrée par la formalisation par DUE, mais évidemment, comme toute nouveauté, pour l'instant, elle est restreinte à une hypothèse un petit peu limitée. Cette DUE ou cet accord, parce qu'on peut toujours évidemment le faire par accord collectif, doivent être déposés sur la plateforme de déclaration. Il y a un contrôle de l'AC, là il y a une petite nouveauté, puisque jusqu'au 31/12/2022, le contrôle de la forme est fait par la DETS, le contrôle sur le fond est fait par l'URSSAF. À partir de 2023, c'est l'URSSAF qui fait tout. Donc, petite nouveauté, simplification administrative. Côté participation, c'est un petit peu la même chose, mais pas tout à fait, évidemment, ça serait trop simple sinon. On a toujours la mise en place par DUE qui est possible pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais cette fois-ci, si l'accord de branche agréé le prévoit. Donc là, la première hypothèse, il n'y avait pas l'accord de branche agréé. Deuxième hypothèse, il y a un accord de branche agréé et il doit prévoir le fait de pouvoir le faire par DUE. Voilà, un peu technique, mais encore une fois, voilà, c'est une première avancée qui peut-être amènera à d'autres évolutions par la suite. Et évidemment, c'est conditionné au fait qu'il n'y ait aucune négociation qui ait abouti pour avoir un accord collectif. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est l'accord collectif qui est privilégié. Et si jamais il n'y a pas d'entente ou il n'y a pas de CSE ni délégués syndicaux, c'est la DUE. Pour le contrôle de l'AC, c'est la même chose. À partir du 1er janvier 2023, c'est l'URSSAF qui se charge de tout. Alors, pouvoir d'achat des Français, ça a l'air d'être une mesure plutôt importante de ce quinquennat. On en profite, votre présence. Avons-nous d'autres mesures un petit peu de ce genre? Dites-nous tout. Alors, on a écho d'autres mesures, effectivement, 2 autres mesures notamment. Une première qui est à destination des salariés et qui s'appelle le dividende salarié. Le dividende salarié, le concept est d'obliger toutes les entreprises qui verseraient des dividendes à ses actionnaires d'en verser également à leurs salariés. Ou alors, toute entreprise qui augmenterait les dividendes des actionnaires devrait également augmenter les dividendes aux salariés. L'objectif de cette mesure, il est double. Tout d'abord, répondre à un sentiment d'injustice de la part des salariés.
Le deuxième objectif est d'éviter une hausse des salaires. On le voit, le coût de la vie augmente, les taux d'intérêt augmentent. Pour autant, les salaires ne suivent pas forcément et il n'est pas envisagé de faire peser ce poids sur les entreprises et sur la trésorerie des entreprises. Cette solution permettrait donc justement de redonner du pouvoir d'achat aux salariés tout en sécurisant l'entreprise. La deuxième mesure qui est envisagée est cette fois-ci en faveur des agents de la fonction publique. En mars de cette année, notre ministre à la transformation et à la fonction publique, Stanislas Guerini, mentionnait sa volonté de mettre en place un plan d'intéressement en faveur des agents de la fonction publique. Depuis cette annonce, on n'a pas forcément eu écho d'une évolution de cette étude. Néanmoins, on sait qu'elle est sur le tapis et que, en cours d'étude, et qu'il souhaitait que cette démarche aboutisse au cours de l'année 2023. Donc, à voir, affaire à suivre. Mais effectivement, la PPV n'est pas le seul axe pour le moment d'amélioration du pouvoir d'achat. Très bien. Alors, on va parler maintenant de déblocage d'épargne salariale en 2022. Alors, effectivement, nouvelle mesure du gouvernement pour favoriser le pouvoir d'achat des salariés. Le déblocage exceptionnel, un nouveau cas de déblocage exceptionnel de l'épargne salariale. Donc, vous le savez, par principe, les avoirs sont bloqués pendant une durée minimum de 5 ans. Par exception, il est possible de les débloquer dans des cas limitatifs qui sont prévus par le Code du travail. Le législateur, donc il s'agit bien de cas limitatifs, pour autant le législateur ne s'interdit pas de les modifier en ajoutant notamment des dispositions. On l'a vu en 2020 avec la crise Covid où le législateur a ajouté un nouveau cas de déblocage anticipé en faveur des salariés victimes de violences conjugales. En voulant développer le pouvoir d'achat des salariés, le législateur prévoit un nouveau cas de déblocage anticipé qui, par contre, est temporaire. Ce cas de déblocage anticipé donc, permet de débloquer les sommes investies avant le 1er janvier 2022 sur un PEI et sur un PEE, et ce jusqu'au 31/12/2023. Donc là, la fenêtre de tir est très restreinte. Ouais. Ne sont donc pas concernées, à contrario, toutes les sommes placées sur un PEROB, un PERCO ou un PERCOL. Le plafonnement le déblocage est limité à une somme maximale de 10 000 € et dans ce cas-là, le traitement social et fiscal de cette somme n'est pas modifié. Voilà. Ok, alors est-ce que, Solveig, les salariés ont-ils la possibilité d'exiger ce déblocage ? Alors, par principe, oui, mais il y a certains cas dans lesquels ils ne peuvent pas l'exiger, et notamment lorsque le plan d'épargne salariale sur lequel sont versés l'intéressement et la participation prévoit l'acquisition de titres de l'entreprise. Le but, encore une fois, est de ne pas fragiliser la trésorerie de l'entreprise, et donc, dans ce cas-là, l'entreprise pourra, via une DUE, via un accord collectif, limiter le champ des droits pouvant être débloqués par le salarié. D'accord, alors on a des questions qui arrivent, mais on les prendra après. Pour l'instant, on va évoquer le sujet qui revient chaque année, ce fameux PLFSS. Tout le monde, vous le connaissez très bien. Solveig, est-ce que 2023 va être un bon cru ? Alors 2023 est un excellent cru pour les organismes assureurs dans la mesure où il y a très peu de mesures qui nous concernent. Ah. On a tout de même voulu mettre en avant, c'est une très bonne nouvelle, un peu de repos. Ouais. On a tout de même voulu mettre en avant 4 mesures qui nous intéressent. La première concerne la généralisation de la subrogation du paiement des indemnités journalières, maternité, paternité et adoption par tous les employeurs. Aujourd'hui, ce dispositif, il existe déjà. Il est facultatif et il n'est appliqué que par 30% des employeurs. L'objectif de cette mesure est de rendre obligatoire le paiement des indemnités journalières par le biais des employeurs. La deuxième mesure que l'on souhaite évoquer est la prolongation de la prise en charge des arrêts Covid. On le connaît déjà, c'est une prolongation de ce qui existe déjà. Un salarié qui est testé positif à la Covid et pour lequel le télétravail n'est pas possible, alors il bénéficiera toujours des mesures dérogatoires d'indemnisation et par la sécurité sociale et par son employeur. C'est la prolongation de ce qu'on connaît. Le troisième point, c'est la restriction des remboursements des arrêts prescrits en téléconsultation.
On l'a vu, là encore, avec la crise Covid, le nombre de téléconsultations a explosé. On a vu quand même que ça fonctionnait, donc il n'est pas question de supprimer la téléconsultation, mais de l'encadrer parce qu'il y a eu énormément de dérives et d'abus. Un des premiers grands principes qui est souhaité, c'est que la téléconsultation ne soit pas mieux remboursée par la sécurité sociale qu'une consultation physique auprès de médecins, ce qui semble logique. Oui. Le deuxième point qui est envisagé serait peut-être de limiter justement le nombre de séances de téléconsultation par semaine, par alternance. Ça, ce n'est pas encore bien cadré ni envisagé. Et on sait notamment que la Commission des affaires sociales qui a effectué la dernière lecture du PLFSS n'est pas favorable à une limitation du nombre de séances de téléconsultation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont un accès difficile à des professionnels de santé. Et la téléconsultation est vraiment un réel atout dans ce cas. Il y a un besoin, on le voit aujourd'hui avec l'actualité et justement la grève des médecins là sur. Exactement. Enfin, le quatrième point que je souhaitais aborder avec vous, c'est l'exonération du ticket modérateur sur les transports d'urgence hospitaliers. Aujourd'hui, la problématique avec ce système, c'est que les transporteurs ont du mal à émettre leurs factures et à recevoir le paiement de la part des assurés. Et l'assuré a du mal à faire valoir ses droits. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation d'urgence. Donc le transporteur doit facturer un assuré et récupérer toutes les informations qui le concernent. Deuxièmement, l'assuré est dans une situation d'urgence et il n'a pas forcément la possibilité de faire part de sa situation personnelle. Or, dans le cadre du transport d'urgence préhospitalier, il y a énormément de cas où l'assuré peut être finalement exonéré de ce ticket modérateur. Et finalement, on voit que en fait, toutes ces mesures ne s'imbriquent pas. La complexité du dispositif fait qu'on ne l'utilise pas à plein pot. Et dans ce cas-là, le législateur prévoit d'exonérer désormais le ticket modérateur du transport d'urgence préhospitalier. Mais tout n'est pas gratuit. Donc, cette exonération sera basculée et sera prise en charge par une hausse du ticket modérateur sur les transports programmés cette fois-ci. Pour l'assuré, ça sera transparent. La hausse sera compensée par l'exonération sera compensée par une hausse en parallèle. Par contre, pour l'organisme assureur, vous le savez, au niveau des contrats responsables, le contrat doit prendre en charge le ticket modérateur. C'est donc finalement à la charge de l'organisme assureur que reviendra justement la prise en charge de ce ticket au titre du contrat. Bon, mais il y a quand même de bonnes nouvelles sur 2023. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Alors, on va aborder le sujet du financement maintenant des régimes passés dérogatoires au régime de branche. Benjamin, ce sujet semble un petit peu quand même, ce financement un peu éloigné justement du pouvoir d'achat, qui est l'actualité, qui est le sujet de la journée. C'est ce qu'on pourrait croire, mais il n'en est rien, Philippe. On va voir là pendant ces quelques minutes que ça peut être un levier très intéressant. Les juristes ont toujours raison. Eh oui. Donc levier très intéressant pour faire économiser de l'argent à la fois aux salariés, mais aussi aux entreprises. Alors d'abord, un petit rappel de l'articulation entre accord de branche et acte de droit du travail dans l'entreprise. En protection sociale complémentaire, on a une primauté de l'accord de branche sur l'accord d'entreprise, la DUE, etc. C'est quelque chose d'assez dérogatoire puisque maintenant la primauté est plutôt du côté de l'entreprise, sauf exception. Donc là, la protection sociale complémentaire fait partie des 13 exceptions qui font que l'accord de branche a encore toute son importance. Et elle a son importance puisqu'elle peut servir de base au régime de protection sociale, de prévoyance, de frais de santé, de retraite supplémentaire pour les entreprises. Ça, c'est une condition à l'exonération de charges sociales et fiscales. Donc c'est un point qui est important. Et lorsqu'on a des TPE en portefeuille, c'est d'autant plus important que souvent, ce type d'entreprises vont se limiter à appliquer l'accord de branche. Ils ne vont pas forcément ajouter une DUE ou un accord. Ils n'ont pas forcément non plus d'accord d'entreprise, pas forcément de délégués syndicaux ni de CSE. Donc, ça reste le document de référence pour ce régime. Il y a toujours la possibilité de déroger à cet accord. Si l'entreprise met en place, là du coup elle devra forcément le faire par un accord d'entreprise ou une DUE, si elle met en place des garanties au moins équivalentes ou plus favorables. Alors le point qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le point de la répartition du financement. Bien souvent, dans l'accord de branche, il est prévu une répartition du financement entre l'employeur et le salarié. Souvent, c'est par exemple 50-50, 50% pour l'employeur, 50% pour le salarié. Certaines branches même viennent jusqu'à fixer un maximum de parts salariales à 50% par exemple.
Après, rentre en jeu l'analyse qu'on peut faire sur le caractère équivalent plus favorable. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'entreprise peut décider d'aller au-delà des 50%. Elle peut décider de faire plus favorable. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors, Puisque on va voir que c'est un levier de gain de pouvoir d'achat intéressant. Côté entreprise d'abord. Côté entreprise, on a donc tout ça, ça doit donner lieu comme je le disais, un acte de droit du travail dans l'entreprise pour acter de cette répartition plus favorable. Donc pour l'entreprise, on a une augmentation de la rémunération du salarié. Donc là, je n'ai pas besoin de donner les avantages pour l'entreprise. C'est évidemment de donner du pouvoir d'achat aux salariés. Hein, c'est le mot de ce matin. C'est de les fidéliser. C'est d'améliorer leur rémunération. Et donc ça, c'est un vrai impact côté dialogue social, mais tout en bénéficiant du régime social et fiscal de faveur, et donc qui est propre à la prévoyance. Donc je le rappelle en 2 mots. Côté social, on a une exonération de charges, on a un paiement de CSG-CRDS, mais on a un forfait social à 0% pour les entreprises de moins de 11 salariés, 8% pour les autres. Et pour les TPE, outil très intéressant. Donc on a ce régime social et fiscal de faveur qui encadre la répartition plus favorable par l'entreprise. Côté salarié, on a évidemment une augmentation des revenus. Bon, ça, évidemment, c'est le cœur du sujet. C'est les revenus, la fiche de paye, le total à la fin de la fiche de paye, ce qu'on va percevoir tous les mois. Ça, c'est très important. Et pour la prévoyance lourde, donc le régime incapacité, invalidité et décès, on a une déductibilité du montant de la cotisation payée par l'employeur sur l'imposition des salariés. Donc si l'employeur augmente sa participation au régime, la déductibilité fiscale va elle aussi augmenter. Donc potentiellement, ça peut faire aussi un gain fiscal pour le salarié. Très intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, justement, sur le fait que l'entreprise puisse déroger au régime de branche par accord collectif, accord référendaire ou DIE, on a une avancée intéressante qui a été publiée donc, par le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui est accessible à tous et gratuitement. Auparavant, donc, il ne faut pas oublier que l'ADIE, donc je fais un focus sur l'ADIE, lorsque l'entreprise déroge au régime de branche et notamment sur le financement par DIE, il faut qu'elle puisse justifier en cas de contrôle URSSAF de la remise de cette DIE aux salariés. Elle doit donc en conserver la preuve. Auparavant, les différents textes nous mentionnaient plusieurs exemples. On avait l'ajout au bulletin de paie ou la signature, par exemple, sur une liste d'émargement. Le BOSS apporte une précision importante et désormais nous indique que la remise de cette DIE par mail avec accusé de réception est tolérée et peut servir en cas de contrôle URSSAF d'outil de preuve de la part de l'employeur. Alors c'est un outil de preuve en cas de contrôle URSSAF. Par contre, attention d'un point de vue droit du travail. Si jamais il y a un contentieux avec un salarié, il faut savoir que le mail avec accusé de réception est un commencement de preuve, ce qui veut dire qu'il ne se suffira pas à lui-même. On a donc des petits points différents entre contrôle URSSAF et droit du travail, mais c'est quand même un outil de facilité, c'est quand même un outil qui a été facilité justement via le BOSS. Alors Solveig, est-ce qu'il y aurait d'autres leviers autour justement de la complémentaire santé qui permettraient un petit peu d'assurer du gain pour le salarié? On a d'autres leviers effectivement qui peuvent être engagés par l'entreprise. Donc Benjamin l'expliquait, le fait de moduler la répartition patronale et donc de prendre en charge une répartition plus favorable pour le salarié. Mais l'employeur, il ne faut pas l'oublier, a d'autres leviers juste sur cette participation. Il peut moduler sa participation en fonction du foyer du salarié. Et donc, si on a une structure de cotisation isolée duo famille, par exemple, l'employeur peut très bien prendre en charge 50% de la cotisation en isolé, 60% de la cotisation en duo, et 70% de la cotisation en famille. Rien n'empêche d'aller jusqu'à 100%, bien entendu. Là, c'est au choix de l'entreprise. Donc voilà, il y a cet outil de modulation qui est possible. Bien entendu, l'employeur module cette participation sous réserve que l'adhésion des ayants droit soit obligatoire, sinon il n'y a aucun intérêt fiscal et social à le faire. Alors on a des questions qui arrivent, mais on va avancer. Jusqu'ici, c'est pertinent, ok, mais nous avons quasiment évoqué que le salarié, que le pouvoir d'achat des salariés. Est-ce que ça signifie qu'ils sont les seuls à pouvoir bénéficier de ce type de mesures? Non, les salariés n'ont pas le monopole du pouvoir d'achat.
Donc les dirigeants aussi peuvent en profiter. Le Et monopole. on l'a vu, en intéressement et participation. Solveig nous disait que les conjoints et les collaborateurs pouvaient bénéficier aussi de ces dispositifs. Mais il y a aussi des points liés à la protection sociale et à l'optimisation des coûts qui peuvent se faire pour ces mandataires sociaux. Donc voilà, ça passe par évidemment déjà l'existence de 2 statuts différents. Alors effectivement, le mandataire social, on le sait, il peut avoir 2 statuts différents possibles. Celui de travailleur non salarié, le TNS, ou celui d'assimilé salarié. Si je fais un petit focus sur la notion d'assimilé salarié, il faut se rappeler que cette notion n'existe pas en droit du travail. C'est vraiment une notion propre à la sécurité sociale et un mandataire social non titulaire d'un contrat de travail pourra être assimilé salarié s'il appartient à toute une liste en fait, de cas qui sont mentionnés dans le Code de la sécurité sociale. Pour ça, il faut notamment qu'il bénéficie d'une rémunération, peu importe son montant et peu importe sa nature. De sa qualification, on verra qu'il sera rattaché à une ou une autre caisse de sécurité sociale. Le TNS est affilié au régime des travailleurs indépendants. Le mandataire social assimilé salarié est quant à lui affilié au régime général de la sécurité sociale. Donc on le voit, la qualification du mandataire social est très importante puisque de là découle son affiliation au régime de sécurité sociale et donc du régime de prévoyance ou de prévoyance complémentaire qu'on va mettre en place dans l'entreprise. Alors, on a beaucoup d'idées reçues sur les comparatifs entre le TNS et salariés. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, Benjamin, sur justement les garanties, rapidement? Oui, les régimes TNS. Rapidement, les TNS ne peuvent pas bénéficier des régimes collectifs obligatoires des salariés. Ça, c'est la règle de base. Mais évidemment, on ne les a pas laissés tout seuls. On a créé des contrats collectifs facultatifs dits Madelin, les contrats Madelin classiques, avec une adhésion à une association dédiée, avec des contrats qui leur sont propres, qui sont spécifiques à ce type de population, avec un bénéfice d'un régime social et fiscal de faveur, un peu similaire à celui de la prévoyance, sauf qu'il n'y a pas d'exonération sur les cotisations sociales, mais une déductibilité fiscale très intéressante pour les mandataires sociaux. Sur les petites idées reçues, on pense souvent que les contrats TNS ont des niveaux de garantie qui ne sont pas satisfaisants. Côté prévoyance et frais de santé, c'est au final faux, puisque les niveaux sont quasiment similaires aux salariés qui sont affiliés au régime général. Donc là-dessus, petite idée reçue, le niveau de garantie est plutôt assez bon. Petit bémol, évidemment, il n'y a pas cette obligation de couverture des salariés cadres à hauteur de 1,5% de la tranche 1 de rémunération. Donc peut-être qu'il y a des petits différentiels de prestations sur ça, mais dans le global, vraiment, ça reste des très bons contrats, très bon niveau de couverture. Sur le point de vigilance, attention à la couverture invalidité. Certains contrats ne sont pas pourvus de couverture invalidée. Donc là, il faut faire un vrai travail de conseil auprès des mandataires sociaux pour s'assurer quels sont leurs besoins et leur proposer un contrat avec de l'invalidité si jamais vraiment ça fait partie de leurs besoins. Dernier point de vigilance sur le niveau de retraite de base et complémentaire pour une partie des TNS seulement. Parfois, ces niveaux sont insuffisants. Donc là, on a évidemment toujours une solution. Et donc, il y a la nécessité de compléter par un contrat de retraite sur complémentaire, donc un père indiv ou un autre. Donc, il y a toujours une solution à tous les problèmes. Ok, on voit cette complémentarité entre les deux juristes, Clésia et Generali, c'est top. Allez, rapidement, 2 questions, très rapidement. Okay. Je voulais peut-être finir sur... On peut finir le dernier point. Vas-y, rapidement. Pas de souci. Donc, rapidement, on va parler des assimilés salariés. Donc, ceux-là peuvent bénéficier, contrairement au TNS, des contrats liés aux salariés. Pour ça, il faut qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail, qu'ils soient différents du mandat social, qu'ils aient des fonctions techniques distinctes de ce mandat social-là, qu'ils soient rémunérés également de manière distincte. Il faut vraiment faire une espèce de mur entre le contrat de travail et le mandat social. Il faut qu'il y ait des compétences qui soient dans les deux cases, des rémunérations qui soient dans les 2 cases, etc. Et aussi. Et troisième point, qu'il y ait un lien de subordination entre l'entreprise et le mandat social, et le mandataire social. Ça, c'est pas simple à prouver. Le mandataire peut aussi ne pas être titulaire du contrat de travail, mais dans ces cas-là, il faut qu'il soit considéré comme assimilé salarié, par exemple le gérant minoritaire d'une SARL, etc. Après décision du conseil d'administration, souvent c'est ça, l'organisme de délibération. Donc après décision du conseil d'administration qui va venir l'autoriser à bénéficier de ce régime-là. Et dernière condition, il doit relever la catégorie de personnel. Par exemple, s'il ne peut pas se mêler à un contrat non cadre, ça on le verra avec Solveig.
et il faut que le régime soit collectif et obligatoire. Alors justement, par rapport à ça, Benjamin, tu as déjà commencé à l'aborder. Le mandataire social doit être affecté à une catégorie objective de salariés. Donc, vous le savez très bien, aujourd'hui, il n'est plus possible de faire de catégorie cadre dirigeant. Si le mandataire social bénéficie du régime des salariés, alors il doit être affilié à la catégorie objective de salariés à laquelle il se rapporte. Pour ça, deux possibilités, faire une catégorie ensemble du personnel ou faire une catégorie article 2.1 de l'ANI Prévoyance des cadres de 2017. Tout simplement, pourquoi? Parce que le mandataire social est directement visé par cet article 2.1 de l'ANI de Prévoyance de 2017. La deuxième alerte que l'on souhaite mettre est qu'il faut un financement uniforme. Donc attention, il ne s'agit pas de faire un financement à hauteur de 50% pour les salariés cadres, par exemple, et à hauteur de 100% pour le mandataire social. Ce ne sera pas autorisé et la conséquence sera une remise en cause du bénéfice des exonérations de charges sociales et fiscales. Donc le mandataire bénéficie de la même répartition, dans les mêmes conditions, tout en rappelant qu'il est possible de mettre une prise en charge progressive en fonction des salaires, par exemple. Donc voilà, nous avons pu le voir. Pour les dirigeants, il est possible de leur assurer une bonne couverture tout en bénéficiant d'un cadre social et fiscal de faveur, et ça, qu'ils soient TNS ou assimilés salariés. Bien, on aura le temps de prendre juste une question très, très rapide. Bonjour, si le mandataire accède à la participation et l'intéressement, en cas de répartition de la prime au prorata du revenu, la rémunération du chef d'entreprise est-elle plafonnée? Alors, effectivement, donc, au niveau de la participation, si le mandataire social accède au bénéfice du plan, alors, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais effectivement, le mandataire social ne pourra bénéficier du plan, notamment que si l'accord prévoit un recours à la formule dérogatoire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas appliquer la formule légale, ils vont appliquer une formule dérogatoire. Et dans ce cas-là, la participation du mandataire social sera uniquement calculée sur le différentiel entre la formule légale et la formule dérogatoire. Ok, mais écoutez, ces juristes sont très très bavards, mais très très précis aussi. Et on va maintenant passer à la séquence suivante. Merci Solveig, merci Benjamin. Merci Philippe. Merci Philippe. À très très vite. Et maintenant, jingle, séquence suivante. Et nous allons parler, bien sûr, des services en faveur du pouvoir d'achat. Les services en faveur du pouvoir d'achat. Et qui de mieux pour nous en parler? Un Benjamin peut en cacher un autre. C'est Benjamin Laurent qui nous rejoint sur ce plateau. Benjamin, tu es directeur de l'offre de l'Alliance Clésia Generali. Tout à fait, bonjour. Welcome, bienvenue. On peut avoir une idée un peu floue parfois du contenu d'une garantie à action sociale. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'aides individuelles qui concourent justement à favoriser ce pouvoir d'achat? Alors effectivement, je vais vous parler du fonds social que Generali a mis en place en 2016, donc ça fait déjà quelques années. Il propose aux entreprises d'adhérer à deux fonds, un fonds à 0,5% et un fonds à 2%. Ça concerne les entreprises qui ont plus de 20 salariés, qui sont sur des contrats dits sur mesure. Et avant de rentrer dans le détail sur les dispositifs d'action sociale individuelle qui existent, je me permets de vous donner 2 points d'actualité. Le premier, c'est que dans le cadre de la convergence de l'offre de services que nous menons entre Generali et Clésia, nous aurons, à compter du 1er janvier 2023, tant sur la marque Generali que sur la marque Clésia, la possibilité de faire souscrire aux entreprises en sur-mesure un fonds à 0,5% et un fonds à 2% avec une offre de service relativement proche. Le deuxième point d'actualité, c'est que le fonds social Generali tel qu'il existait jusqu'à présent va évoluer aussi à compter du 1er janvier 2023, puisque l'offre de service va s'enrichir. On avait beaucoup d'offres autour de l'action sociale individuelle. On va davantage avoir de services en matière de prévention, avec notamment des coachings santé en cas de problèmes de sommeil, de problèmes de nutrition, de problèmes de stress, puisque le pouvoir d'achat peut aussi engendrer ce genre de difficultés. Un portail d'accompagnement des maladies chroniques. Donc voilà, toute cette logique-là va bien dans le sens de l'engagement qui a été pris par l'Alliance Clésia Generali de travailler en faveur de la santé et du bien-être des salariés
que nous couvrons. Alors, nous sommes impatients. Donne-nous quelques exemples d'aide individuelle, justement. Alors, très concrètement, en matière d'aide individuelle, donc nous avons une accessibilité à ces aides, qu'il s'agisse des fonds à 0,5 ou 2%. Donc, dès le fonds à 0,5%, on accède à ces aides financières avec un accompagnement par une plateforme d'assistante sociale. Concrètement, il s'agit d'accompagner les salariés qui ont des difficultés de santé, qui génèrent derrière un problème financier. Vous avez à l'écran l'exemple d'un assuré qui aurait un problème psychomoteur, qui aurait une déficience intellectuelle, avec la nécessité de pratiquer une activité physique, d'avoir un équipement à acheter, un coût. Bien souvent, de ces équipements, eh bien, la possibilité, en fonction, il y a toujours sur l'action sociale un plafond de ressources à respecter, en fonction de ce plafond de ressources, nous avons la possibilité d'accorder une aide financière pour la prise en charge en partie ou intégralement de ce besoin additionnel. Ça peut aussi concerner des problèmes de reste à charge santé qui ne sont pas couverts par la mutuelle ou tout simplement une difficulté financière majeure avec des factures qui ne peuvent pas être générées, qui ne peuvent pas être honorées en raison par exemple d'un arrêt de travail avec une perte importante de salaire. D'autres aides? Donc, voilà, c'est le genre d'aide qu'on peut avoir. Ce qui est important, c'est peut-être aussi d'expliquer comment ce type d'aide on peut en bénéficier et de vous rappeler la réactivité qu'on a dans ce cadre-là, puisque nous avons une commission interne qui a été mise en place, qui est extrêmement réactive. Il y a un engagement de moins d'une semaine, mais la réalité, c'est plutôt une réponse en 48 heures. Et nous avons une plateforme d'assistante sociale qui va examiner la situation et en fonction du besoin, faire le versement de cette aide. Pour en bénéficier, une adresse unique, actionsociale@generali.fr et l'ensemble des services qui se trouvent à la fois sur l'application Mon Générali Santé et sur les espaces clients. Il y a un plafond, bien évidemment, mais aujourd'hui, on veut en parler parce qu'on est sur un dispositif qui est trop méconnu, qui n'est pas assez utilisé, et donc on souhaite utiliser l'ensemble des opportunités que nous avons pour pouvoir en parler. Ok, alors à compter, tu parlais tout à l'heure du 1er janvier 2023, tous les salariés, là on change de branche, tous les salariés de la branche HCR assurés chez Clésia vont bénéficier justement d'un nouveau réseau de soins appelé Calixia. Quel est l'intérêt de ce réseau de soins? Dis-nous tout, Benjamin. Et les bénéfices financiers. Peut-être avant d'arriver à Calixia, qui est un réseau, je pense, qui est assez bien connu de tous, je me permets de faire un petit rappel, et je suis ravi de pouvoir parler de l'actualité de cette branche, qui est une branche majeure pour Clésia. Le contexte, tout le monde le connaît, mais c'est quand même important de le rappeler, de faire de la pédagogie sur le sujet. D'abord, on parle d'une branche HCR Santé, enfin HCR et d'un contrat HCR Santé où la problématique du pouvoir d'achat a toujours été un vrai enjeu. Quand la TVA à 5,5 s'est mise en place dans cette branche, il y a eu une volonté d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés en mettant en place une complémentaire santé avec un tarif attractif et la possibilité d'avoir des restes à charge plus faibles pour les salariés. On a maintenu la cotisation à 28 € pendant des années. Elle était à 32 € à l'origine, on l'a baissé à 28 et on l'a maintenu à 28 € pendant 6 ans à peu près. En matière de pouvoir d'achat, on a aussi été au plus fort de la crise sanitaire avec le deuxième trimestre de cotisation qui a été rendu gratuit, tant pour l'entreprise que pour le salarié. Et puis, dans cette branche, nous avons énormément de saisonniers et il y a un dispositif de portabilité spécifique pour les saisonniers qui, là aussi, participe d'une amélioration des soins et du pouvoir d'achat. Contexte, on se retrouve en début d'année 2022 avec un régime qui a assumé de consommer des réserves justement pour éviter d'augmenter les cotisations, des partenaires sociaux totalement conscients de la nécessité d'augmenter les cotisations et donc dans le cadre d'une discussion assez franche avec les partenaires sociaux, nous avons augmenté au 1er juillet les cotisations, puisque nous étions face à un mur où il n'y avait plus de réserve qui permettait de faire face au déficit structurel qui s'était accumulé, lié d'une part à l'augmentation des prestations et d'autre part à l'absence d'augmentation de cotisations depuis un certain nombre d'années. Donc
augmentation de cette cotisation au 1er juillet, et dans ce cadre-là, mise en place également d'une offre de service pour aller au-delà des garanties d'un niveau très élevé, mais pour compléter l'offre d'un volet service avec un enjeu de protection de capital santé, d'accompagnement dans le parcours de soins, et puis encore de réaffirmer l'accompagnement social de cette branche avec une action sociale très forte depuis l'origine et qu'il a encore prouvé depuis juillet. Je pense aux dramatiques événements de cet été en Gironde ou en Corse, où l'action sociale HCR a pu être déployée. Donc, au 1er janvier, nous aurons un réseau de soins. 2023, donc 1er janvier, ouais. 2023, avec une mise en place qui sera progressive, une partie de ce réseau de soins qui sera en place dès janvier, une autre partie qui se mettra en place courant 2023 ou début 2024. Nous avons fait appel au réseau Calixia, qui est le premier réseau de soins en France, donc il y a un maillage territorial assez fort, et la branche HCR, elle est naturellement avec un maillage territorial fort. Au 1er janvier, nous aurons le réseau optique, le réseau audioprothèse, et puis plus tard se mettra en place le réseau dentaire et les réseaux ostéo. Des réductions assez importantes des coûts des soins, donc une baisse du reste à charge, et sur l'optique, un engagement que tout salarié qui va aller dans le réseau de soins aura un reste à charge zéro. Donc ça, c'est un enjeu, une démonstration, là aussi, d'amélioration du pouvoir d'achat pour les salariés de la branche. Ouais. Et tu avais un autre point dont tu voulais parler aussi. Oui, en matière de pouvoir d'achat, on connaît tous l'évolution du plafond de la sécurité sociale à 6,9% au 1er janvier 2023. Et donc, Clésia, Malakoff Humanis ont pris conjointement la décision de geler le niveau de la cotisation au 1er janvier 2023 et donc de ne pas appliquer cette augmentation de 6,9% à effet du 1er janvier, puisque ce n'est pas ce que nous avions anticipé lorsque nous avons fait évoluer la cotisation au 1er juillet. Bon, c'est important. On va passer à prendre quelques questions. Quelques questions. Alors, on nous demande, le TNS pourra-t-il bénéficier également de mes bons plans? Alors, le TNS a surtout la possibilité de bénéficier des avantages de l'entreprise. Donc, après, s'il est client en santé chez Clésia, et j'incite à le faire, il pourra bénéficier des bons plans. Mais mes bons plans sont adossés au contrat santé. Laurent nous demande, merci Laurent, bonjour à tous. Pour l'action sociale, est-ce qu'une campagne d'information auprès des entreprises va être lancée pour présenter toutes ces aides? Car le constat est que beaucoup d'entreprises en bénéficient, mais ne l'utilisent très peu, voire jamais. On a fait de la communication sur l'exercice 2022, on va continuer à le faire sur 2023 et on va l'intensifier, notamment dans le cadre de ce que j'indiquais, à savoir l'enrichissement de l'offre du fonds d'action sociale. Tac, on parle de PPV, insuffisant par rapport aux salariés. Non, sur tes questions... Un mot en matière de pouvoir d'achat, si tu le permets, si on a un peu de temps. Vas-y, oui. On a une petite minute, oui, absolument. On a une question. Je disais tout à l'heure, on est sur une branche, HCR, si je reviens sur la branche hôtel, café, restaurant, où depuis l'origine, il y a eu une volonté très forte des assureurs, des partenaires sociaux, d'avoir un fonds d'action sociale important. Et qui interviennent, et de démontrer que finalement la force du collectif mutualisé, c'est de pouvoir intervenir dans les situations les plus difficiles avec un axe important. Et donc nous avons décidé là, de mettre en place avec Malakoff Humanis et donc Clésia une aide, un chèque inflation pour les invalides dont la rente n'est pas indexée, et pour les invalides dont la rente a un niveau inférieur à 650 €, nous allons prochainement leur faire bénéficier d'un chèque de 500 €. Ça concernera 3000 invalides, donc c'est un engagement d'1,5 million d'euros qui est porté par l'action sociale de la branche. On parle de mes bons plans. Concernant mes bons plans volet entreprise, quelles économies peuvent être réalisées par l'employeur? Ouais, c'est intéressant de donner un chiffre. On a fait quelques simulations. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple de 5 salariés, mais c'est à peu près la même économie moyenne. Si je prends l'exemple d'une entreprise de 10 salariés,
on a estimé que si elle faisait appel non, c'est pas Mes Bons Plans, c'est la plateforme Clézy Avantage. Si elle faisait appel à Clézy Avantage pour les fournitures, pour la téléphonie, pour le contrôle réglementaire, pour la carte carburant, ça vous donne des exemples, pour l'intérim, ça vous donne des exemples de domaines dans lesquels Clézy Avantage intervient, eh bien, c'est une économie en moyenne de 7 000 € par an. Donc ça fait 700 € par an par salarié. C'est assez significatif. Pour le pouvoir d'achat. Et il y a un intérêt pour la santé économique de l'entreprise. Allez, dernière question avant de te libérer. Nous avons entendu parler d'un chèque inflation dans la branche A. Je viens d'en parler. Tu allais en parler? Ouais. Hop, la question a disparu. Dans la branche HCR, hop, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, c'est ce dont je viens de parler, ce chèque inflation donc, qui se met en place là dans les tout prochains jours. J'invite les experts comptables, les entreprises, tous ceux qui nous écoutent, à aller sur le site hcrsanté.fr. Sur ce site, sur la homepage du site, il y a l'information de comment bénéficier de ce chèque inflation. Benjamin, un grand merci pour toutes ces explications, ces précisions. À très vite. On va passer sur la séquence suivante. La séquence 3, on va parler avec l'œil de l'expert, enjeux et réformes de la CIPAV, avec une vidéo. Jingle. Alors, il est diplômé de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. François Clouet dispose d'une grande expérience des fonctions de direction dans des organismes de protection sociale, notamment au sein du réseau URSSAF durant plus de 10 ans. En 2018, il a occupé le poste de directeur du projet d'intégration du régime social des indépendants au régime général, la direction de la sécurité sociale, au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Il exerce les fonctions de directeur général de la CIPAV depuis octobre 2020. Il va nous en parler sur une interview en vidéo, en très léger différé, une interview réalisée il y a quelques jours. Voilà, tout de suite, la vidéo sur la transformation de la CIPAV. Magnéto. François Clouet, bonjour. Vous nous faites l'honneur de nous accorder cette interview dans le cadre de grand format et aussi, surtout, dans un contexte de réforme de la CIPAV, et nous vous en remercions. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous donner les raisons d'être de la CIPAV avec quelques chiffres et aussi vos enjeux? Alors la CIPAV, c'est la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de professionnels libéraux. C'est la plus importante des caisses de professionnels libérales de retraite et de prévoyance. C'est une caisse qui gère environ 650 000 assurés, 500 000 cotisants et 150 000 prestataires. Elle gère une retraite de base, une retraite complémentaire et un régime de prévoyance. Elle a le souci de préserver le droit des assurés. Elle a le souci de défendre un système qui va équilibrer à long terme son mode de fonctionnement. Il y a des sujets de financement, comme dans n'importe quelle structure. Et elle a fait le choix de répondre à l'invitation qui lui était faite par l'État de transférer son recouvrement. Alors, nous avons identifié justement l'enjeu du recouvrement des cotisations de la CIPAV par les URSSAF à partir de 2023. Vous voyez dans ce changement des opportunités, pouvez-vous revenir sur le contexte, transfert de recouvrement, et nous faire part des leviers de simplification attendus pour le fonctionnement de la Caisse et pour les adhérents? L'État a indiqué en 2019-2020 qu'il était possible de transférer le recouvrement des cotisations qui était réalisé jusqu'à présent par des opérateurs différents de l'URSSAF, et bien justement de transférer ce recouvrement à l'URSSAF. Le conseil d'administration en a pris connaissance, a réfléchi et a accepté en répondant à l'invitation qui lui était faite de transférer cette activité. Depuis 2 ans, nous travaillons à cette opération qui va se mettre en place au 1er janvier 2023. Cette opération, elle a été longue en termes de préparation. Elle va se décliner dans les prochaines semaines. Et pourquoi est-ce qu'on y a répondu positivement? Tout simplement parce qu'il y avait une grande logique de simplification de la relation des assurés à l'organisme de recouvrement. C'est ce que porte le transfert. À compter du 1er janvier prochain, il n'y aura donc plus qu'un
interlocuteur, l'URSSAF, pour le règlement des cotisations et les difficultés qui peuvent justement survenir dans le cadre des paiements des cotisations. Alors, sur les évolutions donc en matière de protection sociale pour les adhérents justement de la CIPAV, pouvez-vous nous préciser les impacts du financement et des prestations? Le conseil a fait le choix, le conseil d'administration a fait le choix pour accompagner ce transfert de simplifier les modes de calcul de cotisation. Les cotisations sur lesquelles il a la main, donc la cotisation de retraite complémentaire et la cotisation prévoyance, qui deviennent des cotisations proportionnelles aux revenus. C'est un élément de grande simplification, de facilitation de la compréhension des modes de calcul des cotisations. On va ainsi passer d'un mode de calcul lié à une cotisation forfaitaire par niveau de revenu à une cotisation qui devient proportionnelle, à l'identique de ce qui se fait d'ailleurs pour les autres cotisations. C'est un élément de très grande simplification et de très grande justice et d'équité dans le calcul des cotisations qui sera proposé aux assurés à compter de janvier prochain. Alors, en quoi un assureur peut accompagner justement vos adhérents? Alors nous sommes, je l'ai indiqué au tout début de cette entrevue, sur une caisse de retraite, la CIPAV, une caisse de retraite obligatoire. Le monde des assureurs est un monde concurrentiel qui propose de la protection sociale complémentaire. Ce que j'attends d'un assureur, que ce soit Generali ou un autre, c'est justement qu'il soit dans la capacité à bien expliquer ce qu'est la protection sociale obligatoire, les évolutions qu'elle connaît, le transfert du recouvrement en est un élément. À côté de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, il va y avoir des évolutions en termes de montant de prestations. Il va rehausser les prestations de retraite complémentaire de 5,3%. Les prestations de prévoyance vont augmenter de manière importante. Donc ce que j'attends d'un assureur, c'est justement qu'il soit en mesure de bien expliquer ce qu'est la protection sociale obligatoire pour qu'à son niveau, il puisse proposer des packages assurantiels qui permettent aux assurés d'être mieux couverts. François Clonet, merci pour cette interview et puis excellent exercice 2023. Merci, au revoir. Merci. Retour sur ce plateau, nous sommes toujours en direct, grand format, protection sociale. Alors, merci en tous les cas François Cloé pour cette interview qu'il nous a accordée en tant que directeur général de la CIPAV sur ces transformations. Vous avez à l'écran, vous voyez quelques liens utiles justement pour accompagner les adhérents de la CIPAV, quelques liens utiles. Voilà, et nous allons maintenant passer à la séquence suivante. On va parler bien évidemment, cette dernière séquence, de la réforme des retraites. Tout de suite, jingle. Et qui de mieux pour en parler de la réforme des retraites ? Qui de mieux que Valérie Deville-Chavrol. Valérie, bienvenue dans ce studio en direct, ce grand format. Merci en tous les cas d'avoir accepté cette invitation. Valérie, très rapidement, longue carrière de journaliste. On te connaît spécialisée en protection sociale. Tu as rejoint Clésia au printemps 2021. Cette grande chance d'avoir rejoint Clésia en tant que directrice de la protection sociale. Alors, aujourd'hui, tu es là pour nous parler, bien sûr, de la réforme des retraites. Hein, on veut t'entendre là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Où en est-on à aujourd'hui sur cette réforme? Je sais, Philippe, le suspense est intenable. Et je te rassure, le gouvernement va bientôt lever le voile sur le contenu de cette réforme des retraites qui, je te le rappelle, donc, a été annoncée au mois de mars 2022 par le candidat Emmanuel Macron. Que sait-on aujourd'hui de cette réforme? La première chose, c'est effectivement la pierre angulaire de cette réforme reste la même, à savoir repousser l'âge légal de départ en retraite de 62 à 65 ans d'ici 2031 et à raison de 4 mois par an à partir du 1er juillet 2023. Ça, c'est la première chose qui a été annoncée. Quel est le calendrier aujourd'hui dont nous sommes à peu près sûrs aujourd'hui? D'une part, Elisabeth Borne, d'ici la fin de la deuxième semaine de décembre, donc d'ici le 15 décembre, devrait présenter les grandes lignes de cette réforme. Le projet de loi lui-même sera présenté donc tout début janvier, en vue d'être adopté par le Parlement, dit-on à la fin de l'hiver, autrement dit d'ici la fin mars.
Et le projet de loi lui-même, et donc la loi elle-même, si tout se passe comme le souhaite le gouvernement, devrait être donc mise en œuvre à partir de l'été 2023, donc à partir du 1er juillet. Ça, c'est à peu près ce que l'on sait sur le calendrier. Où en est-on, par exemple, des concertations avec les partenaires sociaux? Aujourd'hui, en fait, nous sommes, pas plus tard qu'aujourd'hui, démarre ce que j'appellerais, moi, le cycle de tous les dangers de concertation, à savoir celle concernant l'équilibre du régime. Parce que jusqu'à l'équilibre financier, et quels sont les paramètres à mettre en place pour l'équilibre du régime? On le sait, l'ensemble des organisations syndicales sont très hostiles à la réforme, et le gouvernement s'est bien gardé jusqu'à présent de laisser prêter le flanc à la moindre organisation d'une contestation. On ne sait pas ce qui se passera au mois de janvier lorsqu'on aura cette fois-ci les vraiment tenants, mais voilà. Aujourd'hui, donc, démarre, ça va encore durer une dizaine de jours, donc ce 3e cycle de concertation. Préalablement, il a été mis en place donc 2 cycles de concertation. L'un, au début novembre, a concerné toutes les mesures de justice sociale, et notamment, donc, ça concernait des mesures à prendre pour l'équilibre, garantir l'égalité homme-femme, notamment vis-à-vis de la retraite. Également les mesures concernant les retraités modestes, enfin plutôt les petites pensions. Et donc, ça, on va parler à cette occasion donc, du relèvement de ce que l'on a appelé le minimum contributif à hauteur de 85% du SMIC, donc au-delà des 1 100 € annoncés pendant la campagne, compte tenu de l'augmentation du SMIC. Et le 3e élément, c'était concernant la fin des régimes spéciaux, notamment ceux des transports publics de type RATP, et puis les industries électriques et gazières, ou encore la fonction publique de l'État. Et là, ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est qu'on partirait plutôt sur ce que l'on a appelé, dans notre jargon, la clause du grand-père. Autrement dit, la réforme ne s'appliquerait qu'aux nouveaux embauchés. Cela suffira-t-il à éviter les manifestations? Je n'en sais rien, mais on verra ça effectivement au mois de janvier. Et enfin, donc, il y a eu une première phase de concertation au mois d'octobre qui a concerné tout ce qui concerne l'emploi des seniors, d'une part, et effectivement toutes les modalités de transition entre l'emploi et la retraite. Et en tant que, disons, assureur de prévoyance complémentaire, nous sommes extrêmement attentifs à tous ces dispositifs de transition, emploi et retraite, parce qu'ils sont potentiellement extrêmement lourds financièrement pour nos régimes. Tu viens de le dire, transition. Quels sont justement les dispositifs de transition? En fait, il faut retenir qu'il y a plusieurs dispositifs de transition aujourd'hui. Il faut d'abord savoir, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment, 68% des personnes qui liquident leur pension étaient en emploi avant de partir en retraite. C'est un chiffre dont on n'a pas forcément conscience, dans la mesure où on gardait plutôt l'ancien chiffre qui était plutôt de dire il y a à peine la moitié, à peine un Français sur 2 qui prend sa retraite en étant en emploi. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait les générations se sont succédées. Les générations normalement de femmes nombreuses qui sont arrivées de façon nombreuse sur le marché du travail commencent à partir en retraite, et ça se traduit par le fait que de plus en plus de femmes sont en emploi avant de liquider leur pension, ce qui n'était pas vrai pour les plus âgés, qui avaient souvent qui avaient souvent été mères au foyer par le passé. Donc, davantage de femmes en emploi, ça c'est un élément. Et l'autre élément qui fait que le nombre de personnes en emploi augmente juste avant le départ en retraite, c'est l'ampleur encore des carrières longues. Et ça, c'est un sujet important qui sera posé dans le cadre de cette réforme. C'est qu'il faut savoir que, en dépit de caractères de plus en plus restrictifs, nous avons à peu près 19% des personnes qui liquident leur pension au titre d'une carrière longue. C'est encore important, et je pense que les choses vont évoluer dans le cadre de la réforme. Le 3e élément qu'il faut retenir, c'est que, beaucoup de personnes en emploi, mais il reste encore 32% de personnes qui liquident leur pension en n'étant plus en activité. Et ça, c'est un vrai sujet. Sur ces 32%, quelle est à peu près la répartition qu'il faut retenir? D'une part, 40% d'entre eux sont au chômage. Et ça, on parle beaucoup de la réforme des retraites, mais il faudra également suivre la réforme d'assurance chômage, parce que pour ces 40% de personnes qui sont au chômage avant de partir en retraite, il y aura des conséquences. 2e élément, à peu près donc dans le même ordre de grandeur, un tout petit peu moins, 38%, nous avons effectivement la situation de ces femmes qui avaient souvent des carrières incomplètes ou hachées et qui doivent attendre l'âge
d'annulation de la décote, donc l'âge de 67 ans pour leur liquider leurs droits sans avoir des pensions minorées. Et ça concerne à peu près 38% des personnes. Et ont d'ores et déjà, de ce point de vue-là, le ministre du Travail a indiqué qu'il ne souhaitait pas remettre en cause cet âge d'annulation de la décote fixé à 67 ans aujourd'hui. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Et il y a aussi quelque chose d'extrêmement important pour nous, assureurs complémentaires, c'est la question des invalides ou des inaptes. Et on sait d'ores et déjà qu'il y a à peu près 20% de personnes qui sont en situation d'invalidité ou d'inaptitude au moment au moment de partir en retraite, et pour lequel effectivement une transition une réforme des retraites risque d'avoir potentiellement des effets sur leur pension. On a la grande chance d'avoir Valérie de Villechabrol sur ce studio, sur ce live. N'hésitez pas à poser vos questions. Allez, que sait-on de cette réforme, Valérie? Alors, en fait, on a déjà quelques indications. Je parlais tout d'abord de la réforme de l'assurance chômage, parce que justement, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé le 22 novembre dernier, donc fort récemment, donc la semaine dernière, les contenus de cette réforme d'assurance chômage. Et que dit-elle, notamment pour les personnes en fin de carrière, et en particulier, donc c'était jusqu'à présent celles de plus de 55 ans, qui pouvaient prétendre à bénéficier de 3 années d'indemnisation chômage garantie avant de partir en retraite, et pouvoir, en ayant, disons, le taux plein. Pour ces personnes-là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on avait à peu près un jour cotisé était égal à un jour indemnisé. Demain, il faudra compter sur un jour indemnisé ne donnera plus droit qu'à 0,75 jours indemnisés. Ça signifie très concrètement que pour une personne qui partait dans soit volontairement ou soit involontairement, donc pour faire court, soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle individuelle ou dans le cadre d'un licenciement à 59 ans, et on voyait bien sur la courbe le petit pic de départ à cet âge-là, ces personnes étaient assurées de pouvoir prendre leurs droits et de pouvoir liquider leur pension à 62. Avec la réforme annoncée par Olivier Dussopt la semaine dernière, ces personnes devront non seulement se caler par rapport au rythme de recul, disons, de l'âge légal de départ en retraite, mais également tenir compte de la réforme. Ça veut dire que lorsque la réforme aura complètement et sera montée complètement en charge d'ici 2031, on devra non seulement attendre 63 ans pour liquider ses droits, 62 ans pour liquider ses droits, pour pouvoir partir, mais non, ce sera 62 ans et 9 mois pour pouvoir être au chômage et être sûr d'avoir l'ensemble de ses droits à retraite à partir de l'âge légal de départ. Donc vous voyez bien la différence, on va passer de 59 ans aujourd'hui à 62 ans et 9 mois demain. Donc c'est la première chose pour les demandeurs d'emploi, donc attention aux fins de carrière. Deuxième élément, concernant les carrières longues, ce que l'on sait, ce qu'a laissé entendre Olivier Dussopt, c'est de dire « la logique voudrait, je cite ces mots, que l'âge légal, disons, d'ouverture des droits à partir en carrière longue soit différé de la même façon que l'âge légal, au même rythme que l'âge légal de départ en retraite. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je prends par exemple une personne qui a commencé sa carrière en 89, donc qui est née en 69, et qui doit justifier donc de 42 ans et demi de cotisation. Cette personne aujourd'hui, elle sait qu'avec une carrière complète, elle peut partir à 61 ans et demi. Elle aura tous ses trimestres, elle a commencé à 19 ans, donc elle remplit les conditions, elle peut partir à 61 ans et demi, donc avant l'âge légal de départ en retraite. Demain, avec la réforme, cette même personne née en 69, elle devra attendre à minima d'avoir 63 ans pour partir en retraite. Donc en fait, là aussi, si on suit la logique d'Olivier Dussopt, on verra ce que donnera les concertations et de voir si c'est minoré, mais on va passer de 61 ans et demi à 63 ans. Donc pour les carrières longues aussi, il y aura donc des effets. Quels sont les autres dispositifs où on a quelques éléments? Le premier, c'est cumul emploi-retraite. Le gouvernement, le président de la République lui-même a d'ores et déjà laissé entendre que ce cumul emploi-retraite serait facilité aux âges élevés et notamment en permettant l'attribution, disons, de droits supplémentaires lorsqu'on serait en activité et tout en cumulant avec la retraite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Autre élément, éviter de pénaliser le départ en retraite progressive.
en sachant, parce que là aussi, je sais qu'il y avait c'est un dispositif qui est appelé de leur vœu par beaucoup disons, de personnes qui accompagnent les personnes en fin de carrière, pour permettre effectivement, notamment aux femmes qui auraient des carrières hachées, de pouvoir aller jusqu'à la retraite en bénéficiant d'un taux plein. Ce dispositif, alors en même temps, il se serait facilité en sachant que là aussi, les bornes qui permettent aujourd'hui d'entrer dès 60 ans dans un dispositif de retraite progressive risquent d'être différées au rythme du recul de l'âge légal. Ça, c'est une première chose. Et autre élément qui a été annoncé, le gouvernement est favorable à la mise en place d'une négociation interprofessionnelle, donc autrement dit un ANI, pour mettre en place un compte épargne-temps universel. Okay. Ça, c'est donc il y aurait une invitation à la négociation. Enfin, donc on sait qu'il y aura également des aménagements concernant la pénibilité. Et sur la pénibilité, on aura certainement un nombre de points majorés parce que le dispositif est très fermé aujourd'hui et finalement n'ouvre pas beaucoup disons, de possibilités d'en bénéficier. Mieux valoriser la polyexposition, également qui est dans les tuyaux. Et le dernier point surtout, c'est une invitation pour les branches professionnelles de s'emparer de l'identification des postes de travail susceptibles d'être rattrapés par les 3 facteurs de pénibilité qui avaient été écartés en 2014 et en 2014, et concernant les charges lourdes, les postures pénibles et puis les vibrations mécaniques. Et donc là, on peut s'attendre à ce que les branches définissent les postes de travail pour éviter de reconstituer des régimes spéciaux qui seraient susceptibles de donner droit donc à des points pénibilité supplémentaires. Enfin, petite chose qui n'est pas anodine pour les entreprises, le risque est toujours qu'effectivement le dernier employeur d'un emploi pénible supporte la charge lorsqu'il y a, par exemple, une maladie professionnelle. On parle d'une mutualisation sur l'ensemble des employeurs lorsqu'il y a effectivement une prise en charge par les entreprises donc d'une maladie professionnelle en fin de carrière, pour que ce ne soit pas le dernier qui aurait employé cette personne qui subisse l'intégralité de la charge sur sa tarification AT-MP. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce que l'on sait de la réforme. Donc il y a un véritable chantier sur la pénibilité qui s'ouvre. Oui. Quels sont justement les potentiels impacts de la réforme des retraites sur, on en parlait tout à l'heure, sur les régimes de prévoyance? Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est, enfin plutôt, quelle est la règle aujourd'hui en vigueur? C'est que la mise à la retraite d'un invalide se fait un petit peu d'office, dans la mesure où elle est directement corrélée à l'âge légal d'ouverture des droits. Donc, c'était effectivement un point, disons, de très grande vigilance pour les assureurs qui restent complètement traumatisés par la réforme de 2010. Parce que la réforme de 2010, qui avait conduit à repousser l'âge légal de 60 à 62 ans, n'avait absolument pas anticipé l'effet vase communicant et le fait que, sans aucun provisionnement, les assureurs devaient garder leurs invalides 2 ans de plus. Et ça s'était traduit par 4 milliards d'euros de surcoût pour les assureurs, l'ensemble de la place, et bien évidemment 4 milliards d'euros qu'il n'a jamais été possible de transférer immédiatement sous forme de hausse de cotisation, et donc qu'ils ont dû prendre en charge. Imaginez-vous bien que dès que la réforme basée sur un report de l'âge légal a été annoncée, tous les assureurs de la place se sont mobilisés pour savoir quel est-il advenir cette fois-ci. Première chose, le sujet a été immédiatement perçu par les pouvoirs publics. Parce que ça a pesé lourd sur les régimes complémentaires, mais ça a pesé lourd aussi sur la Sécu et sur le régime de l'invalidité de la sécurité sociale. Donc le sujet, cette fois-ci, contrairement à 2010, les pouvoirs publics en avaient bien conscience. Deuxièmement, il faut savoir aussi que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'Olivier Dussopt, dans une interview aux Échos du 15 novembre, que tous les assureurs ont encadré au-dessus de leur lit, a montré que, normalement, tous les invalides qui seraient dans les portefeuilles des assureurs, invalides et inaptes, ne seraient pas concernés par le report de l'âge légal. Et donc, l'âge légal de départ des invalides et des inaptes resterait
fixé à 70 ans. Ça vaut également pour les travailleurs handicapés qui, dans certaines conditions, peuvent bénéficier d'un départ à 55 ans. Pour autant, est-ce que cela, écarte tout danger pour les assureurs complémentaires? Que nenni! Pourquoi? Parce qu'il y a quand même encore plusieurs incertitudes et surtout plusieurs risques qui demeurent. Première incertitude qui demeure, que se passe-t-il entre 62 et 65 ans lorsqu'une personne tombe en invalidité entre 62 et 65 ans? Il faudra avoir le texte du projet de loi pour savoir ce qu'il en est, parce que pour le moment, nous n'avons rien d'autre que l'interview d'Olivier Dussopt et cela ne nous donne pas toutes les réponses. Deuxièmement, il y a un élément important, c'est que plus la main-d'œuvre âgée va rester en emploi, plus on aura de risques de vraies maladies. Un chiffre qu'il faut retenir, c'est que la durée des arrêts maladie des personnes âgées entre 60 et 65 ans augmente de 50% par rapport à la durée des arrêts maladie entre 55 et 59 ans. Plus 50% de durée. Et on sait que les arrêts longs sont ceux qui coûtent le plus cher. Donc, hausse de la durée des arrêts maladie, hausse également de la fréquence. Donc, on peut s'attendre à un surcoût au titre sur les régimes d'incapacité. Il faut s'attendre également à un surcoût non négligeable. Certains, disons les fédérations, l'avaient estimé autour de 20% concernant le risque pesant sur la garantie de décès aux âges élevés. Et donc là aussi, il faudra quand même s'attendre à une majoration des primes et de la sinistralité, incapacité d'essai sur ces régimes. Voilà ce que je peux aujourd'hui dire. Et puis le dernier point aussi, et ça j'en ai terminé, ça concerne, il faut s'attendre, quelle que soit la réforme, à une multiplication de situations où nous aurons également des salariés qui seront pour partie en invalidité, mais qui continueront d'exercer une activité professionnelle. Cela supposera de la part des assureurs complémentaires d'être très agiles pour pouvoir cumuler cette partie indemnisation et cette partie de salaire d'activité, parce que là aussi, 70% des invalides de catégorie 1 travaillent encore aujourd'hui. Et donc, il va falloir effectivement que l'on soit très agile pour certains télétravail aussi. Bien sûr, pour effectivement combiner cette partie de salariés et d'indemnisation. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la réforme. Merci Valérie. Et on a des questions, justement. On a des questions. La réforme de la réversion, les 70% du revenu du couple, est-elle toujours d'actualité? Pour le moment, il ne s'agit pas d'une réforme, ce n'est pas la réforme du régime universel. Ça, c'est une première chose. Donc, pour le moment, sur la réversion, nous n'avons pas de détails concernant la réversion. Il peut y avoir effectivement des éléments, mais on n'a pas encore le gouvernement n'est pas sorti du bois sur ce sujet. Est-ce qu'il va aller plus loin? Parce que c'est vrai que jusqu'auparavant, dans un cadre de régime universel, cela intégrait également les régimes complémentaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On parle bien d'une réforme du régime de base. Donc, on ne peut pas encore extrapoler sur ce qui va se passer, puisque de toute façon, les régimes complémentaires, et notamment celui du privé, va rester maître du pilotage de son dispositif de régime de retraite complémentaire. Il y aura une négociation Agirc-Arrco l'année prochaine qui attendra d'avoir le résultat des courses du régime de base. Mais pour le moment, il ne faut pas confondre cette réforme paramétrique de cette année avec celle envisagée en 2019, qui était celle du régime universel. Guillaume nous demande, ne serait-il pas opportun de partir avant le 30 juin 2023 avec un coefficient de minoration? Est-ce que c'est un bon calcul? C'est un risque. C'est un risque qu'il ne faut pas... Enfin, d'abord, effectivement, il y aura ceux qui voudront profiter de l'aubaine, mais attention, moi je vous mets en garde, parce que vous n'avez aucune assurance que le pouvoir d'achat des pensions restera et continuera de suivre celui des actifs. N'oublions pas que la pension, alors certes, elle est normalement revalorisée sur les prix, mais elle est revalorisée sur les prix selon le bon vouloir du gouvernement. On est sur, rappelez-moi, le chiffre d'inflation, on est autour de 6% pour le moment, 6,2.
au mois de juillet, les pensions du régime de base ont été revalorisées de 4% et celles du régime de retraite complémentaire n'ont absolument pas suivi le rythme d'évolution de l'inflation. Donc, s'empresser de partir en retraite avant le 30 juin 2023, soit, en même temps, le risque, c'est effectivement d'avoir un pouvoir d'achat minoré une fois en retraite parce qu'il y aura l'inflation qui galope. Et enfin, dernière question, y aura-t-il des évolutions dans le cumul emploi-retraite, entre parenthèses, acquisition de droits retraite pendant la période de cumul? Effectivement, ça a été envisagé. Normalement, ça a commencé d'être mis en place, par exemple, pour les médecins, puisqu'on sait qu'on est on est en difficulté et on est en pénurie de ressources médicales. Donc, par exemple, les médecins, depuis l'été dernier, peuvent cumuler des droits supplémentaires en étant en situation de cumul. Donc, je sais que c'est une piste. Nous sommes sous un gouvernement qui veut absolument que tout le monde travaille, y compris les retraités. Donc, oui, à minima, si on aura des droits supplémentaires dans une situation de cumul. Valérie, grand merci. Grand merci. Nous allons maintenant conclure et tu restes avec nous sur le plateau. Merci nous avoir amené toutes ces précisions sur la retraite. Et tout de suite, on va passer à la conclusion et je vais appeler à me rejoindre Laurence Paré qui était là. Voilà, on passe à la conclusion. Coucou Laurence, welcome back. Bon, Effectivement. tu as assisté à toute l'émission, bien évidemment. Oui. Alors. Avec grand intérêt. En tout cas, un grand merci à nos experts là, qui nous ont dressé un panorama de ce que permet en tout cas de faire la protection sociale au service du pouvoir d'achat. C'était bien l'objectif. Alors, en conclusion, je vois trois actions qui nous incombent en lien avec nos partenaires experts comptables. C'est d'abord, bien évidemment, la saisie des opportunités. On a la chance d'avoir une réglementation très riche et socialement et fiscalement intéressante. Donc, il faut qu'on la saisisse au travers de l'épargne salariale, du financement de la santé. Le deuxième sujet, c'est faire de la pédagogie. Je pense que c'est excessivement important. On a beaucoup d'innovations sociales sur tout ce que peut proposer l'Alliance Clésia Generali. Et donc, on se doit aujourd'hui d'expliquer à nos dirigeants tous les services qui sont associés à nos offres et qui peuvent justement servir cette cause et surtout lui permettre aussi, Benjamin l'a très bien précisé, d'actionner de l'attractivité sur des secteurs en recrutement qui sont en tension. Et donc, c'est autant de dispositifs en tout cas à valoriser quand on est en période de recrutement. Et le troisième sujet, c'est l'accompagnement des réformes. On a entendu François Clouet, on a entendu bien évidemment Valérie, et on va devoir tout au long de l'exercice 2023 accompagner ces réformes dans ces impacts. C'est-à-dire ce qu'il faut qu'on explique aux dirigeants qui vont obligatoirement nous questionner sur la date de leur départ. L'impact, c'est les impacts que peuvent avoir ces réformes. Donc, on va mettre à disposition de tous nos conseillers des fils rouges pour reprendre la parole avec nos experts sur ces thématiques-là et ensuite associer nos actions à celles de nos partenaires experts comptables pour que nos dirigeants et les salariés soient bien couverts et puissent prendre en tout cas les bonnes décisions. Je voulais remercier alors les équipes techniques. Vous ne le voyez pas, mais c'est un live et il y a bien évidemment du monde pour que tout se réalise aussi bien qu'aujourd'hui. Une petite, bien sûr, mention spécifique à Élodie Léger, à Jennifer Duval et puis aux équipes de l'Académie qui nous ont accompagnés tout au long de cette matinée. Philippe, un grand merci, à toi. Un grand plaisir. Et donc, on va dire sans doute à tout le monde à 2023. On va leur souhaiter une bonne année, mais on vous dit et on vous donne rendez-vous à nouveau sur ces formats en 2023, puisque l'actualité, vous l'avez compris, sera intense. Juste, et tu l'as dit, l'équipe technique, il y a Evendrive qui a assuré cette diffusion. Manganelli, la réalisation, c'est Geoffrey, Sylvain et Julien que je salue. Eh bien, on va souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Remercier bien sûr nos intervenants
et souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. À très très bientôt. Très bientôt, Laurence. Au revoir. Merci. Merci à tous. Yes.